Je me suis réveillée à 6 heures du matin, comme d'habitude. Pas par envie, mais parce qu'avec l'âge, mon sommeil était devenu léger et intermittent. À 65 ans, j'avais appris à vivre avec, comme avec tant d'autres choses. Je suis restée allongée encore 5 minutes, rassemblant mes pensées, puis, en prenant soin de ne pas brusquer mes articulations douloureuses, je me suis assise au bord du lit. Mon lit, dans ma chambre, dans mon appartement. Même si, par moments, il me semblait que plus rien de tout cela ne m'appartenait. Dehors, Valmont s'éveillait à peine. Le quartier tranquille des Tilleuls, où j'avais vécu la majeure partie de ma vie, sommeillait encore dans la brume matinale. D'ici, je pouvais voir un tronçon de l'autoroute où les premières voitures rampaient déjà vers Paris. Autrefois, la voiture de mon Édouard était parmi elles, chaque matin, pendant 32 ans. Et puis, il est parti, et tout a changé. J'ai enfilé ma robe de chambre et j'ai quitté la pièce sans faire de bruit. L'appartement avait 3 chambres, mais il était spacieux, près de 120 mètres carrés. Édouard et moi l'avions acheté dans les années 80, quand les prix en Île-de-France n'étaient pas si fous. Puis nous avions aménagé les combles et construit une terrasse. Tant de projets, tant d'espoir, et maintenant, cette maison s'était transformée en un champ de bataille où j'étais le camp perdant. La cuisine était propre. Je faisais toujours la vaisselle avant de me coucher, peu importe ma fatigue. Les vieilles habitudes d'une infirmière des urgences ont la vie dure. L'ordre est primordial, surtout quand le chaos règne autour de vous. J'ai mis la bouilloire en marche et j'ai sorti ma seule petite joie. Une boîte de thé de qualité que j'achetais dans une petite boutique près de mon ancien lieu de travail. Delphine, ma belle-fille, ne buvait que du café en capsule et grimaçait quand je me préparais du thé. Pendant que l'eau chauffait, j'ai préparé la pâte à crêpes. Thierry, mon fils, les adorait depuis l'enfance et malgré tout, je continuais à en faire chaque samedi. C'était peut-être ma façon de m'accrocher à au moins une tradition familiale. Un fil nous reliant au passé, quand nous étions une vraie famille. La porte a grincé au fond de l'appartement. C'était Olivier, mon plus jeune petit-fils. À 14 ans, il était déjà plus grand que moi, mais maigre et gauche comme un poulain. Ses cheveux bruns étaient toujours en bataille, ses yeux cachés derrière une longue frange, et son casque audio semblait collé à ses oreilles. « Bonjour, Olivier », lui ai-je souri. « Les crêpes seront prêtes dans 15 minutes. » Il a hoché la tête sans enlever son casque et s'est assis à la table de la cuisine, sa tablette entre les mains. J'avais cessé de prendre son comportement personnellement depuis longtemps. Au moins, il ne me répondait pas sèchement comme sa sœur aînée, Rachel. Même si je savais qu'Olivier était celui qui voyait et comprenait tout ce qui se passait dans la maison, mieux que quiconque. « Mamie, tu as vu mon pull bleu ?» Rachel a fait irruption dans la cuisine, déjà entièrement habillée et maquillée malgré l'heure matinale. À 17 ans, elle était une magnifique copie de sa mère. Même pommette haute, même nez droit, même cheveux châtains. Seuls ses yeux étaient comme ceux de Thierry, bruns, doux, hérités de mon défunt mari. « Je l'ai lavé hier, ma chérie. Il devrait être dans ton placard, sur la 2e étagère. »« J'ai déjà regardé, » a-t-elle répliqué sèchement, avant de s'adoucir aussitôt. « Désolée, mamie. Je suis juste en retard pour ma réunion de groupe pour le projet. » Un samedi matin. J'ai haussé les sourcils en retournant une crêpe. Les cours de prépa vétérinaire, tu te souviens? On fait un projet sur le traitement des animaux errants. J'ai hoché la tête, me souvenant. Rachel rêvait de devenir vétérinaire. Depuis qu'Édouard lui avait offert un livre sur les animaux sauvages pour ses 10 ans, elle était très déterminée. « Regarde dans le panier à linge dans la salle de bain », ai-je suggéré. J'ai peut-être oublié de l'étendre. Elle est partie en courant et est revenue 1 minute plus tard avec le pull recherché. « Merci, mamie. Tu es la meilleure », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue et en attrapant une crêpe directement dans la poêle. « C'est trop bon. » Marlène. La voix tranchante de Delphine me fit sursauter. Elle ne m'appelait jamais mamie, ni même par mon prénom composé. Juste Marlène, comme si nous avions le même âge ou étions collègues. « Vous avez encore déplacé mes affaires dans la salle de bain ?» Ma belle-fille se tenait sur le seuil, les mains sur les hanches. À 39 ans, elle était belle, mince, en forme, avec une posture parfaite. Gérante dans une chaîne de laverie automatique, elle s'habillait toujours comme si elle se rendait à un entretien d'embauche dans une grande entreprise. Pantalon strict, chemisier, bijoux minimalistes. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré qui accentuait ses traits anguleux. J'ai juste essuyé les étagères, Delphine. Tous tes pots sont là où tu les as laissés.
Je ne trouve pas ma crème pour les mains, a-t-elle plissé les yeux. Celle que Thierry m'a offerte pour notre anniversaire. Elle est peut-être dans la chambre, ai-je suggéré prudemment, tout en continuant à retourner les crêpes. Je la garde toujours dans la salle de bain, a-t-elle claqué. Dans le tiroir de droite, où se trouvent toutes mes autres affaires. Celles que vous déplacez tout le temps. Olivier a doucement ricané derrière moi, les yeux rivés sur sa tablette. Rachel a levé les yeux au ciel. Maman, j'ai vu ta crème sur ta table de chevet, a-t-elle dit, en fourrant le dernier morceau de crêpe dans sa bouche. Je dois y aller. Je suis en retard. Delphine a pincé les lèvres, sans adresser de remerciements ni à sa fille, ni à moi. Elle a simplement tourné les talons et est partie, laissant derrière elle une traînée de parfums chers et de reproches silencieux. J'ai déposé les crêpes finies sur un grand plat et je les posais sur la table à côté du sirop d'érable, une autre tradition familiale. Thierry est apparu au moment où je finissais de laver la poêle. 42 ans, une calvitie naissante et un petit ventre. Il ressemblait encore au petit garçon que je portais dans mes bras. Mon fils unique, ma fierté et ma douleur. Bonjour, maman. Il a bâillé en s'étirant. Des crêpes, tu es un miracle. À des moments comme celui-ci, je voulais croire que tout n'était pas perdu, que mon garçon était toujours là, à l'intérieur de cet homme fatigué et sans colonne vertébrale qui laissait sa femme régenter la maison de sa mère. Ton père disait qu'un samedi sans crêpes n'était pas un vrai samedi. Ai-je souri en lui versant une tasse de café. Thierry a hoché la tête sans lever les yeux. Nous savions tous les deux qu'il n'aimait pas que je parle d'Édouard. Cela le mettait mal à l'aise, lui rappelant à quel point les choses avaient changé depuis sa mort, il y a 5 ans. Delphine est revenue dans la cuisine, tenant ostensiblement la crème dans ses mains. Elle était sur la table de chevet, comme Rachel l'a dit, a-t-elle déclaré en me jetant un bref regard. La prochaine fois, Marlène, ne touchez pas à mes affaires, d'accord ? Chacun a besoin de son espace personnel. J'ai hoché la tête en silence, même si j'avais tant de choses à dire. Que mon espace personnel était violé depuis longtemps. Que cet appartement était ma propriété, pour laquelle je payais encore le crédit immobilier. Que je les avais laissés emménager après que Thierry a été licencié de son précédent emploi, pensant que ce serait temporaire, 1 an tout au plus, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Mais 3 ans s'étaient écoulés. À la place, je me suis versé un peu plus de thé et je me suis approché de la fenêtre. Du 8e étage, on avait une vue sur la ville, les collines lointaines et par temps clair, même un bout de la Seine. Aujourd'hui, le ciel était couvert d'une légère brume. Un matin typique de la région parisienne. Maman, Delphine et moi allons à l'anniversaire de Roy ce soir, a dit Thierry en mâchant une crêpe et en l'arrosant de café. Tu resteras avec les enfants. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Comme toujours. Il ne demandait jamais si cela m'arrangeait ou si j'avais des projets. Il me mettait simplement devant le fait accompli. Bien sûr, ai-je dit en me tournant vers lui avec un sourire. J'ai un nouveau livre que je voulais lire en paix. Super, a dit Delphine en sortant un yaourt du réfrigérateur. Au fait, j'ai remarqué que vous avez encore utilisé mon shampoing. Le français. Je vous avais demandé de ne pas y toucher, Marlène. Il est cher, et je l'achète spécialement pour mes cheveux. Je n'avais pas touché à son shampoing. J'avais le mien, un shampoing ordinaire du supermarché. Mais il était inutile de discuter. Je suis désolée, Delphine. Je ne le ferai plus. Elle a hoché la tête comme si elle acceptait les excuses d'un vassal et s'est assise à table à côté de son mari. Ils ont commencé à discuter de leurs plans pour la soirée, m'ignorant complètement. J'ai fini mon thé, mis la tasse dans le lave-vaisselle et quitté la cuisine, soulagée de pouvoir retourner dans ma chambre. En passant devant la chambre d'Olivier, j'ai entendu une musique douce. Il était retourné dans sa chambre juste après le petit déjeuner. La porte était entr'ouverte et j'ai jeté un coup d'œil. Mon petit-fils était assis devant son ordinateur, complètement absorbé par un jeu. Ses fines épaules étaient tendues, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. « Olivier, tu veux aller te promener aujourd'hui ? Il fait beau. » Il s'est retourné, enlevant son casque une seconde. « Je ne peux pas, mamie. J'ai un tournoi en ligne. C'est un jeu d'équipe, je ne peux pas laisser tomber les gars. » Je comprends. J'ai souri une fois de plus. Puis il a hoché la tête et a remis son casque. Nous allions souvent nous promener au parc ensemble. Je lui montrais différentes plantes et lui racontais des histoires de mon travail au SAMU. Mais depuis 1 an, il s'était de plus en plus renfermé, préférant le monde virtuel au monde réel.
Je ne lui en voulais pas. Il y avait une tension constante ici, dans l'appartement. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai sorti un vieil album photo de la table de chevet. J'ai feuilleté les pages familières. Notre mariage avec Édouard, la naissance de Thierry, ses premiers pas, les vacances scolaires, la remise des diplômes. Le voici nous présentant Delphine. Jeune, amoureux, heureux. Voici les premières photos avec Rachel nouveau-née, puis avec Olivier. Les dernières photos avec Édouard, déjà grisonnant, mais toujours fort et plein d'énergie. Qui aurait pu savoir qu'une crise cardiaque l'emporterait si soudainement? Après sa mort, j'ai tenu bon du mieux que je pouvais. J'ai continué à travailler au SAMU pendant encore 2 ans avant de prendre ma retraite. Quelques mois plus tard, Thierry a perdu son emploi d'ingénieur dans une entreprise de BTP. Il m'a appelé aussitôt. Maman, nous avons besoin d'un peu de temps pour nous remettre sur pied. Pouvons-nous rester chez toi? Juste pour 1 an, au maximum. Bien sûr, j'ai accepté. Comment aurais-je pu refuser à mon fils unique? Ils ont vendu leur maison pour payer leurs dettes qui, comme je l'ai appris plus tard, étaient principalement des dettes de jeu. Thierry était devenu accro aux paris sportifs. Ils ont emménagé chez moi. Thierry a trouvé un emploi d'opérateur dans une usine de pièces automobiles, avec une baisse de salaire significative. Delphine a continué à travailler comme administratrice à la laverie. Ils n'avaient assez d'argent que pour le strict nécessaire et l'éducation de leurs enfants. Je ne leur ai pas demandé de payer pour le logement, seulement ma part des charges. Mais peu à peu, tout a commencé à changer. Delphine a commencé à me donner des ordres. Dans la cuisine, à réorganiser les meubles et à commenter mes habitudes. Thierry se taisait et essayait de ne pas s'impliquer. Au début, j'ai essayé de défendre délicatement mes limites, mais chaque fois, cela se terminait par une guerre froide silencieuse qui blessait les enfants, et j'ai commencé à céder. Sur de petites choses, sur des choses insignifiantes, puis sur des choses plus sérieuses. J'ai rangé l'album dans la table de chevet quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Rachel. Elle était rentrée de ses cours plus tôt que prévu. « Mamie, je peux entrer ?» « Bien sûr, ma chérie. » Elle s'est glissée à l'intérieur et a fermé la porte derrière elle. Elle a regardé autour d'elle comme pour vérifier que nous étions seuls et s'est assise à côté de moi sur le lit. « Je voulais m'excuser pour maman, » dit-elle doucement. « Pour ce qu'elle a dit ce matin sur le shampoing et tout le reste. » « Ce n'est rien, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Mais ce n'est pas juste. » La colère a brillé dans ses yeux. « C'est ta maison, et elle agit comme si tu étais. » Elle s'interrompit. « Comme si j'étais une invitée qui profite de votre hospitalité, » ai-je suggéré doucement. Rachel a hoché la tête en se mordant la lèvre. J'ai parlé à papa, mais il balaie ça d'un revers de main. Il dit que tout va bien, que tu aimes t'occuper de nous. J'ai soupiré. Thierry avait toujours été un maître de l'auto-illusion. Tu sais, j'ai pris la main de ma petite fille. Parfois, il est plus facile pour les gens d'ignorer les problèmes que de les affronter. Ton père, c'est un homme bon, Rachel. Il a juste peur des conflits. Tout comme toi. Elle me regarda droit dans les yeux. Mamie, pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça? C'est ton appartement. Tu pourrais. Quoi? Vous mettre tous à la porte? J'ai secoué la tête. Vous êtes ma famille. Vous êtes tout ce qu'il me reste. Rachel m'a serré dans ses bras, pressant sa joue contre mon épaule. Tu sais, j'ai noté tes histoires, dit-elle de manière inattendue. Celles que tu m'as racontées sur ton travail au SAMU, sur les interventions difficiles, les vies que tu as sauvées. Tu étais si courageuse, mamie. Qu'est-il arrivé à cette femme? Je ne savais pas quoi répondre. Où était la Marlène Herry qui n'hésitait pas à se précipiter dans des immeubles en feu? Qui pouvait prendre des décisions difficiles en quelques secondes qui déterminaient la vie des gens? Qui n'avait pas peur de remettre à leur place des médecins arrogants quand elle avait raison? Qui portait son uniforme avec fierté et connaissait sa propre valeur? Elle est toujours là, dis-je en touchant ma poitrine. Juste un peu fatiguée. Rachel a hoché la tête avec compréhension et s'est levée. Je dois finir mon projet. Mais je voulais que tu saches qu'Olivier et moi sommes de ton côté. Toujours. Quand elle est partie, je suis restée assise, immobile, pendant un long moment, à regarder par la fenêtre. Dehors, Valmont continuait à vivre sa vie. Une ville française ordinaire où des familles ordinaires avec des problèmes ordinaires vivaient dans des maisons ordinaires. On frappa de nouveau à la porte, cette fois plus fort. Marlène. C'était Delphine. Je veux laver les rideaux du salon.
Pouvez-vous m'aider à les descendre? J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à quitter mon refuge et à retourner à la réalité, où je n'étais pas la maîtresse de maison, mais une servante dans ma propre maison. Bien sûr, Delphine. J'arrive. Tu sais, Marlène, parfois je ne comprends pas comment tu peux supporter ça. Laure Fouché remua vigoureusement le sucre dans son café, même s'il était dissous depuis longtemps. Nous étions assises dans notre café préféré, le Merle Bleu, un endroit sans prétention à 2 rues de la bibliothèque municipale où Laure travaillait comme bibliothécaire depuis 27 ans. J'ai baissé les yeux, fixant mon thé. Contrairement à la maison, il était faible. Mais au moins, Laure était là, la seule personne à qui je pouvais parler ouvertement. Ce n'est pas si terrible. J'ai essayé de sourire, mais c'était peu convaincant. Arrête. Laure plissa les yeux. À 63 ans, elle était aussi directe qu'à l'époque où nous nous sommes rencontrés au lycée. Tu te laisses faire dans ta propre maison. J'ai soupiré, admettant ma défaite. Laure voyait toujours clair en moi. Qu'est-ce que je suis censée faire? Les mettre dehors? C'est ma famille. Les familles ne se traitent pas comme ça, dit-elle en posant sa tasse sur la table avec une telle force que quelques gouttes de café éclaboussèrent la soucoupe. Écoute, Marlène, je te connais depuis 50 ans. Où est la femme qui a un jour tenu tête à un tyran ivre 2 fois plus grand qu'elle parce qu'il faisait du mal à sa petite amie? J'ai souri involontairement en me souvenant de l'incident. J'avais 19 ans. Laure et moi revenions d'une soirée dansante, et sur le parking, nous avons vu un grand type bousculer une fille en pleurs. Sans réfléchir, je me suis interposée. C'était il y a longtemps. J'ai secoué la tête. Nous étions jeunes et stupides. Non, c'était courageux et juste. Laure se pencha en avant. Tu te souviens quand tu travaillais au SAMU? Combien de vies tu as sauvées? Combien de fois tu as pris des décisions difficiles sous pression? Où est cette Marlène? J'ai fermé les yeux et les souvenirs ont afflué. 28 ans au SAMU. D'abord comme infirmière, puis comme chef d'équipe. Des interventions sans fin, des nuits blanches, l'adrénaline dans le sang et le sentiment de faire quelque chose d'important. Je me suis souvenu de l'accident sur l'autoroute où notre équipe a dû extraire 5 victimes d'un minibus accidenté. Je me souviens d'avoir accouché un bébé dans un ascenseur d'un gratte-ciel en panne de courant, devant utiliser une lampe de poche pour l'accouchement. Je me souviens de l'incendie dans la maison de retraite où nous avons secouru des personnes âgées, dont beaucoup ne pouvaient pas marcher seules. Dans ces moments, je n'ai jamais hésité ni douté de moi. Je savais quoi faire et je le faisais. Tu étais forte. La voix de Laure me ramena au présent. Qu'est-il arrivé à cette femme? Elle a vieilli. J'ai souri amèrement. Et elle s'est retrouvée seule. N'importe quoi. Laure a agité la main. Je ne rajeunis pas, et mon mari est mort il y a 8 ans. Mais je ne laisse personne me marcher sur les pieds, et tu ne devrais pas non plus. Je n'ai rien dit, regardant par la fenêtre les gens qui passaient. Valmont avait changé ces dernières années, devenant plus peuplé et bruyant. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé, devenant plus silencieuse et plus discrète. Raconte-moi ce qui se passe, dit Laure en poussant une assiette de tarte au citron vers moi. Et mange. Tu as maigri. J'ai docilement pris ma fourchette, sachant qu'il était inutile de discuter. C'est comme d'habitude. Delphine commande tout le monde. Thierry se tait. Ils traitent tout dans la maison comme si c'était à eux, mais me critiquent constamment si je touche à leurs affaires. Delphine me critique pour chaque petite chose. Que je n'ai pas bien lavé la vaisselle. Que j'ai écouté la radio trop fort. Que j'ai abîmé son chemisier en le lavant. Et Thierry, que dit ton fils? Rien. J'ai secoué la tête. Ou il balaie ça d'un revers de main. Maman, tu connais Delphine, elle aime juste tout contrôler. Comme si c'était une excuse. Et les enfants? Comment vont tes petits-enfants? Mon visage s'est adouci. Rachel comprend ce qui se passe. Parfois, elle essaie de me défendre, mais elle a du mal avec sa mère. Olivier, il s'est renfermé dans son propre monde. Ordinateur, jeux, casque. Avant, on se promenait et on parlait beaucoup. Maintenant, il ne quitte presque jamais sa chambre. Cette situation n'est clairement pas saine. Laure a tapoté la table avec son ongle. Pour aucun de vous. Tu dois faire quelque chose, Marlène. Quoi exactement? J'ai écarté les mains. Ils vivent avec moi depuis 3 ans. Ils n'ont pas d'argent pour leur propre logement. Si je les mets dehors, où iront-ils?
Tu n'es pas obligé de les mettre dehors, Laure a levé les yeux au ciel. Mais tu dois fixer des limites. C'est ta maison, et tu mérites le respect. Rappelle-le leur. Je suis restée silencieuse, pensant à ces paroles. Quelque chose a remué en moi. La même détermination que j'avais connue autrefois, mais elle s'est vite estompée, submergée par la peur d'être complètement seule. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Je te le promets. Laure a ricané sceptiquement, mais a changé de sujet, se mettant à parler du nouveau système informatique qu'ils installaient à la bibliothèque et de la façon dont cela rendait fou tous les employés de plus de 40 ans. Je suis rentrée vers 17 heures, chargée de courses. Thierry faisait habituellement les courses, mais aujourd'hui, il faisait des heures supplémentaires. Du moins, c'est ce qu'il disait. L'appartement était exceptionnellement calme. La porte d'Olivier était fermée. Il jouait probablement encore. Rachel, à en juger par le mot sur le réfrigérateur, était allée chez une amie pour réviser un contrôle et rentrerait pour le dîner. Des voix étouffées provenaient de la chambre de Thierry et Delphine. Je suis entrée discrètement dans la cuisine et j'ai commencé à déballer les courses. « Tu es sérieux, Thierry ? 12 000 euros ?» La voix de Delphine résonnait de colère, même à travers la porte fermée. « C'est toutes nos économies. » Je me suis figée, à l'écoute. Je savais que c'était mal d'écouter aux portes, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais sûre que les Lakers allaient gagner. La voix de Thierry semblait pathétique. Ils avaient une super série de victoires. Je me fiche de leur série de victoires. Delphine criait presque. Nous avons économisé cet argent pour l'apport d'une maison, pour enfin se tirer d'ici. J'ai couvert ma bouche avec ma main. 12 000 euros. Thierry avait perdu 12 000 euros au jeu. Je vais le regagner. Je te le promets. Sa voix semblait désespérée. J'ai un système. Je viens de commencer à l'utiliser. Un système. Le rire hystérique de Delphine a résonné à mes oreilles. Ton système nous a conduits dans la maison de ta mère il y a 3 ans. Je pensais que tu avais arrêté après la dernière fois. Écoute, chérie, dit Thierry plus doucement, essayant de la calmer. Je vais tout rembourser. On m'a proposé des quarts de travail supplémentaires à l'usine, et je peux demander à ma mère. Non, a claqué Delphine. J'en ai assez de ces faveurs. Je ne vais pas devenir encore plus dépendante de ta mère. J'ai soigneusement posé le sac de légumes sur la table, essayant de ne pas faire de bruit. Mon cœur battait la chamade. Thierry avait replongé, et il m'avait encore menti. Il n'y avait pas d'heures supplémentaires aujourd'hui. Il était probablement chez un bookmaker en train de flamber les dernières économies de la famille. La porte de la chambre s'est ouverte brusquement, et j'ai à peine eu le temps de me tourner vers le réfrigérateur, faisant semblant de ranger les courses. Delphine est sortie en trombe de la pièce, claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. « Oh, Marlène !» Elle s'est arrêtée en me voyant. « Vous êtes déjà de retour. » Ses yeux étaient rouges, de larmes ou de colère. Ses cheveux étaient en désordre et ses joues étaient rouges. Je ne l'avais jamais vue aussi désemparée. « Je viens d'arriver. » J'ai souri aussi naturellement que possible. J'ai tout acheté pour le dîner. Je pensais faire un gratin de thon. Thierry adore ça. Delphine m'a regardé pendant quelques secondes comme si elle ne comprenait pas ce que je disais. Puis elle a secoué la tête. « Faites ce que vous voulez, dit-elle. Je sors. Ne m'attendez pas pour le dîner. » Elle a attrapé son sac et sa veste sur le porte-manteau dans le couloir et s'est précipitée hors de l'appartement, claquant la porte derrière elle. J'ai expiré lentement, réalisant seulement maintenant que j'avais retenu ma respiration. Thierry est sorti de la chambre, pâle et le regard vide. Il s'est arrêté sur le seuil de la cuisine, hésitant à entrer. « Tu as tout entendu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, ne voyant aucun intérêt à faire semblant. 12 000 euros, Thierry. Ma voix tremblait. Comment as-tu pu ? Il a baissé les yeux, et j'ai vu non pas un homme de 42 ans devant moi, mais un petit garçon qui avait cassé la fenêtre du voisin avec un ballon et avait peur de l'admettre. Je pensais que j'aurais de la chance cette fois, marmonna-t-il. J'ai étudié les statistiques, tout calculé. Ne fais plus ça, dis-je en tendant la main et en prenant la sienne. S'il te plaît, Thierry, tu te détruis, toi et ta famille. Il a hoché la tête, ne me regardant toujours pas. Je sais. Je vais arrêter. Je le promets. Cette fois, pour de bon. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge.
Il avait promis la même chose après chaque perte. Et pourtant, il retournait toujours au jeu dès qu'il avait de l'argent. « Va te reposer », dis-je en le poussant doucement vers la chambre. « Je t'appellerai quand le dîner sera prêt. » Resté seul, j'ai continué à cuisiner machinalement, mais mes pensées étaient loin. Les paroles de Laure résonnaient dans ma tête. « Tu te laisses faire. Et maintenant ça. » Thierry avait tout perdu, et Delphine était furieuse. Je savais par expérience que sa colère se déverserait inévitablement sur moi, le maillon le plus faible à leurs yeux. Rachel est revenue vers 19h, pleine de vie et d'énergie. « Salut, mamie. » Elle m'a embrassée sur la joue. « Comment s'est passée ta journée? Tu as vu Laure? » « Oui, nous avons passé un bon moment. » J'ai souri, ne voulant pas la charger de mes problèmes. « Comment se passent tes révisions? » « Super. Je pense que je suis prête. » Elle a jeté un coup d'œil dans le four. « Gratin de thon. Où est maman? » Elle est sortie. J'ai haussé les épaules. Elle a dit de ne pas l'attendre pour le dîner. Rachel a froncé les sourcils. Ils se sont encore disputés avec papa? Je l'ai entendu crier ce matin. J'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. Je ne voulais pas donner une mauvaise image de Thierry devant sa fille, mais je ne voulais pas non plus mentir. Ils ont eu un désaccord, ai-je finalement dit. Je pense qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour se calmer. Rachel a hoché la tête avec compréhension. Ce n'était pas la première fois que ses parents se disputaient. « Je vais chercher Olivier pour le dîner », dit-elle en se dirigeant vers la chambre de son frère. Le dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Thierry touchait à peine à sa nourriture, bien qu'il dévorait habituellement mon gratin avec avidité. Olivier, comme toujours, était perdu dans ses pensées, et Rachel a essayé d'alléger l'atmosphère avec des histoires sur l'école, mais a vite abandonné, sentant l'humeur générale. Après le dîner, j'ai envoyé les enfants faire leurs devoirs et j'ai commencé à faire la vaisselle. Thierry a aidé silencieusement à débarrasser la table et est allé dans le salon regarder la télévision, son refuge habituel face aux problèmes. Delphine est revenue vers 22h. Je venais de finir de repasser et j'allais me coucher. En entendant la porte d'entrée s'ouvrir, je me suis figée, m'attendant à une autre explosion de colère. Mais au lieu de cela, j'ai entendu un rire de femme. Delphine n'était pas seule. « Entre, Nathalie !» La voix de ma belle-fille semblait détendue, voire joyeuse. Thierry dort probablement déjà et la vieille ne sortira sûrement pas le nez de sa chambre. Je suis restée figée sur le seuil de ma chambre, n'osant pas sortir. La vieille? Parlait-elle de moi? Tu es sûre? La deuxième voix féminine semblait incertaine. Il est tard. Je ne veux déranger personne. Allons, c'est ma maison, a balayé Delphine. Je peux inviter qui je veux, quand je veux. Je me suis mordu la lèvre, sentant une vague d'indignation monter en moi. Sa maison. Après 3 ans à vivre à mes crochets, elle considérait cet appartement comme le sien. Comment ça se passe, de vivre avec la mère de ton mari? La voix de Nathalie semblait curieuse. Ce n'est pas trop étroit. Je les ai entendus aller dans la cuisine, des verres ont teinté. Delphine a dû sortir le vin. C'est temporaire. La voix de Delphine semblait confiante. Nous avons presque économisé pour l'apport de notre propre maison. Mensonge. Après la perte de Thierry aujourd'hui, il ne leur restait plus rien. Mais bien sûr, ce n'est pas tout rose, continua Delphine en baissant la voix. Mais je pouvais encore entendre chaque mot dans le silence de l'appartement. Marlène met son nez partout, déplace nos affaires et fait constamment la morale aux enfants, surtout à Rachel. Elle est déjà comme une grand-mère. Je compatis, dit Nathalie. Ma belle-mère était une vraie plaie jusqu'à ce qu'elle déménage en Floride. La meilleure décision de sa vie. Elles ont ri toutes les deux et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. C'était donc ça. J'étais une plaie pour eux? Une nuisance? Le plus dur, c'est de faire semblant d'apprécier toutes ces faveurs, dit Delphine, faisant clairement des guillemets en l'air. Ses dîners, sa lessive, son ménage, comme si nous ne pouvions pas nous en sortir sans elle. Pourquoi le supporter? La voix de Nathalie semblait sincèrement perplexe. Pourquoi ne pas simplement déménager? L'argent, soupira Delphine. Tu sais combien coûte un logement à Valmont de nos jours? Et depuis que Thierry a été rétrogradé au travail. Elle s'interrompit. Bref, il faut supporter le vieux boulet, mais ce ne sera plus pour longtemps. Je te le promets. Le vieux boulet.
C'est ainsi qu'elle me voyait. C'est ce que j'étais devenue dans ma propre maison. J'ai doucement fermé la porte de la chambre et je me suis assise sur le bord du lit, sentant mes mains trembler. Les larmes me piquaient les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Des années de travail au SAMU m'avaient appris à retenir mes émotions jusqu'au bon moment. J'ai regardé mes mains, ridées avec des veines saillantes, mais toujours des mains fortes qui avaient tenu des nouveau-nés et fermé les yeux des mourants. Des mains qui avaient suturé des plaies et redressé des os cassés. Des mains qui, selon Delphine, n'étaient plus qu'un outil pour servir sa famille. Tu te laisses faire. La voix de Laure a résonné dans ma tête. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai admis qu'elle avait raison. J'avais laissé faire. J'étais devenue invisible dans ma propre maison. Un vieux fardeau. Quelque chose s'est fissuré en moi, comme la glace sur une rivière au printemps. Une fissure fine, à peine perceptible. Mais je savais que de telles fissures avaient tendance à s'agrandir. La semaine qui a suivi cette conversation que j'avais surprise s'est éternisée dans une angoisse sourde. J'ai essayé d'agir normalement. Je préparais le petit déjeuner, nettoyais l'appartement, faisais la lessive. Tous ces rituels quotidiens qui étaient devenus une seconde nature. Mais quelque chose avait changé en moi. Les mots de Delphine, vieux boulet, résonnaient à mes oreilles chaque fois que je voyais ma belle-fille. Thierry était déprimé et silencieux. Delphine l'ignorait ostensiblement au dîner, ne parlant qu'aux enfants. J'ai remarqué que Rachel et Olivier échangeaient des regards inquiets, sentant la tension croissante. Vendredi soir, je finissais de dépoussiérer le salon quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Delphine était rentrée du travail plus tôt que d'habitude, et quelque chose dans sa démarche, dans le claquement énergique de ses talons sur le parquet, me disait qu'elle avait des nouvelles. « Oh, Marlène, vous êtes là !» dit-elle en jetant son sac sur le canapé et en balayant la pièce d'un regard évaluateur. « Parfait, il faut qu'on parle. » J'ai soigneusement posé le chiffon et je me suis redressée. « Il s'est passé quelque chose, Delphine. »« Oui. Et quelque chose de merveilleux. » Elle a souri, de ce sourire spécial qui n'atteignait jamais ses yeux. « J'ai eu une promotion. Je suis maintenant responsable de la chaîne de laverie de notre secteur. »« Félicitations, dis-je sincèrement. C'est une excellente nouvelle. »« Oui, le salaire est meilleur et les perspectives de carrière aussi, » dit-elle en regardant la pièce comme si elle évaluait la situation. « Mais il y a une condition. Je dois faire une partie du travail à distance, depuis la maison. J'ai besoin d'un bureau à domicile. » Quelque chose a remué en moi, un mauvais pressentiment que j'ai immédiatement essayé de réprimer. « On pourrait peut-être réaménager une partie du salon, » ai-je suggéré. « On pourrait mettre un bureau près de la fenêtre, où il y a une bonne lumière. » Non, Marlène, elle a secoué la tête. J'ai besoin d'un espace séparé où personne ne me dérangera. Je pensais à votre chambre. Je me suis figée, n'en croyant pas mes oreilles. Ma chambre. Oui. Elle a hoché la tête comme si c'était la suggestion la plus naturelle du monde. C'est la pièce la plus lumineuse et la plus spacieuse après celle de Thierry et la mienne. Et franchement, elle est trop grande pour une seule personne, surtout avec vos biens minimalistes. Mes biens minimalistes. Depuis des années, je me débarrassais de mes affaires pour faire de la place à ces camelotes. Je lui avais donné des étagères dans mes placards, des tiroirs dans mes commodes, de l'espace dans le débarras. Et maintenant elle voulait me prendre mon dernier bout d'espace personnel. Où vais-je dormir? Ma voix était basse, presque soumise. On peut aménager le débarras, Delphine haussa les épaules. C'est petit, mais il y a assez de place pour un lit et une table de chevet. Vous n'y faites que dormir, de toute façon, n'est-ce pas? J'ai senti une vague de colère monter en moi, mais des années à réprimer mes sentiments ont pris le dessus. Je dois y réfléchir, Delphine, dis-je d'un ton égal. Ce sont de grands changements. Bien sûr, réfléchissez Y, a-t-elle souri avec condescendance, comme si elle parlait à un enfant. Mais j'aimerais commencer le réaménagement demain. Les meubles de bureau seront livrés mercredi. Elle les avait déjà commandés. Sans même me demander, sans en discuter, elle avait simplement décidé qu'il en serait ainsi. En as-tu discuté avec Thierry? Ai-je demandé, espérant que mon fils essaierait au moins de me défendre. Bien sûr, m'a-t-elle balayé d'un revers de main. Il est tout à fait d'accord. C'est notre chance de nous remettre enfin sur pied après les récents événements. Les récents événements. C'est ainsi qu'elle appelait la perte de 12 000 € de Thierry. Je vais lui parler, dis-je, sentant un étrange calme grandir en moi. Pas de l'humilité, mais autre chose.
Quelque chose de dangereux. S'il vous plaît, Delphine haussa les épaules. Ne tardez pas trop à vous décider. J'ai déjà commandé la peinture pour les murs. Je pense que le gris clair sera du plus bel effet. Elle a tourné les talons et est entrée dans la cuisine, me laissant debout au milieu du salon avec un chiffon à poussière à la main. Ma maison, ma chambre, ma vie. Et ils allaient tout changer sans mon consentement. Thierry est rentré du travail vers 19 heures. Je l'attendais dans la cuisine en train de préparer son rôti préféré. Delphine était partie à une réunion avec ses collègues, et les enfants étaient chez un ami. Nous étions seuls, mère et fils, comme au bon vieux temps où Édouard était en déplacement professionnel, et Thierry et moi organisions des soirées spéciales avec des jeux de société et des biscuits faits maison. Ça sent incroyablement bon, maman. Il a souri en entrant dans la cuisine, mais son sourire s'est estompé quand il a vu l'expression de mon visage. Quelque chose ne va pas. Delphine m'a parlé de sa promotion. Je lui ai désigné une chaise. Assieds-toi. Parlons. Il s'est léché nerveusement les lèvres, mais a obéi. Oui, c'est une excellente nouvelle. Son salaire va presque doubler et elle veut prendre ma chambre pour son bureau, l'ai-je interrompu. C'est vrai que tu as accepté. Thierry a baissé les yeux et j'ai su immédiatement quelle serait sa réponse. Maman, c'est seulement temporaire, a-t-il commencé à expliquer. Dès que nous aurons économisé pour l'apport de la maison. Après que tu aies perdu 12 000 euros. J'ai secoué la tête. Thierry, te rends-tu compte que tu me demandes d'emménager dans un débarras, une pièce sans fenêtre de la taille d'un placard? On le rendra confortable, dit-il, ne me regardant toujours pas. On mettra un bon lit, des lampes. Il ne s'agit pas du lit, ai-je soupiré. Il s'agit de respect. C'est ma maison, Thierry. Je paie toujours le crédit. Je sais. Il s'est affaissé encore plus. Et nous te sommes reconnaissants de nous laisser vivre ici. Mais c'est une chance pour Delphine, pour nous tous. Avec son nouveau salaire, nous pourrons économiser plus vite pour notre propre logement. Et combien de temps cela prendra-t-il? J'ai regardé mon fils, essayant de voir en lui l'homme responsable qu'Édouard et moi avions espéré élever. 1 an, 2, 5? Quand as-tu fait quelque chose pour toi-même pour la dernière fois, au lieu de te laisser porter et de céder à Delphine? Ce n'est pas juste. Il a finalement levé les yeux et j'ai vu une lueur de blessure dans ses yeux. J'essaie de subvenir aux besoins de ma famille. Oui, j'ai fait une erreur avec ces paris, mais je travaille dessus. Et la promotion de Delphine est notre chance de redresser la barre. En faisant vivre ta mère dans un placard. J'ai secoué la tête. Thierry, ce n'est pas juste. Et tu le sais. Il est resté silencieux, fixant son rôti intact. Je pouvais voir la lutte sur son visage. Une partie de lui savait que j'avais raison, mais une autre, plus forte, avait peur de tenir tête à sa femme. Je vais parler à Delphine, dit-il finalement. Peut-être qu'on peut trouver une solution. Je savais qu'il ne le ferait pas. Ou qu'il ferait semblant de lui parler, puis me dirait que Delphine n'était pas d'accord. Comme toujours. D'accord, ai-je hoché la tête, décidant de lui donner une dernière chance de montrer un peu de courage. Parle-lui. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un silence tendu. Thierry est allé dans le salon regarder la télévision, et je suis restée longtemps assise dans la cuisine, à passer en revue les options possibles dans ma tête. Le débarras était vraiment minuscule, environ 6 mètres carrés, sans fenêtre et avec une seule ampoule nue suspendue au plafond. La perspective d'y passer le reste de ma vie était déprimante. Mais ce qui me déprimait le plus, c'était la pensée de devoir me séparer des choses qui ne rentreraient pas dans mon nouveau « chez moi ». Surtout la collection de disques vinyles qu'Édouard et moi avions mis toute une vie à constituer. Plus de 200 albums, du jazz classique au rock des années 60. Il n'y aurait certainement pas de place pour eux dans le débarras. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de meubles qu'on déplaçait. En jetant un coup d'œil hors de ma chambre, j'ai vu Delphine et Thierry dans le salon. Ils déplaçaient le canapé contre le mur pour faire de la place. Que se passe-t-il? Je suis sortie vers eux, enroulant ma robe de chambre autour de moi. On se prépare à réarranger les meubles. Delphine a souri, mais ses yeux sont restés froids. Thierry a dit que vous aviez tout discuté hier. J'ai regardé mon fils, qui évitait soigneusement mon regard. Nous avons parlé, dis-je lentement. Mais je n'ai pas donné mon consentement. Oh! Delphine s'est redressée, et le sourire a disparu de son visage. Je pensais que c'était réglé.
Les meubles de bureau sont livrés mercredi, et nous voulions commencer à repeindre la pièce aujourd'hui. Je n'ai pas encore décidé, Delphine. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. C'est un grand changement. J'ai besoin de temps. Il n'y a pas de temps. Elle a claqué. Je dois commencer à travailler de la maison lundi. Si la pièce n'est pas prête, je pourrais perdre cette opportunité. Maman. Thierry m'a finalement regardé. S'il te plaît, c'est très important pour nous. J'ai senti la colère monter en moi. Ils ne m'avaient même pas demandé. Ils avaient juste tout décidé pour moi, confiants que je céderais encore. Je dois y réfléchir, dis-je fermement. Ne touchez à rien dans ma chambre tant que je n'ai pas pris de décision. Mais, a commencé Delphine. Non. J'ai levé la main, l'arrêtant. C'est ma chambre, dans ma maison. J'ai le droit d'y réfléchir. Sans attendre de réponse, je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Mon cœur battait la chamade. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais ouvertement défié Delphine, et c'était libérateur. J'ai passé toute la journée à réfléchir à la situation. Une partie de moi voulait céder, comme toujours, pour le bien de la paix dans la famille. Une autre partie, la Marlène déterminée du passé, se rebellait contre une nouvelle humiliation. Le soir, je n'avais toujours pas pris de décision finale. Vers 18 heures, on a frappé à ma porte. Rachel se tenait là avec une tasse de thé. « Je t'ai apporté de la camomille », dit-elle en me tendant la tasse. « Je peux entrer ?» J'ai hoché la tête et l'ai laissé entrer. « J'ai entendu ce qui se passe », dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Ce n'est pas juste, mamie. Ils ne peuvent pas t'expulser dans le débarras. »« Ils pensent qu'ils le peuvent », dis-je avec un sourire amer en m'asseyant à côté d'elle. Et pour être honnête, je leur ai laissé. Croire que je céderais à n'importe quel argument. Mais pas cette fois, n'est-ce pas? Rachel m'a regardé avec espoir. Tu ne seras pas d'accord. J'ai soupiré en regardant les étagères de disques qui tapissaient le mur. Chacun contenait des souvenirs. Édouard et moi dansant sur Frank Sinatra pour notre premier anniversaire. Le petit Thierry s'endormant sur les berceuses d'Ella Fitzgerald. Nos soirées de jeux en famille avec les disques des Beatles en fond sonore. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je ne veux pas causer de problème. Allons. Rachel a pris ma main. Ce sont eux qui causent des problèmes, pas toi. C'est ta maison. À ce moment-là, la porte s'est ouverte brusquement, sans qu'on frappe. Delphine se tenait sur le seuil avec un mètre ruban à la main. « Oh, vous êtes là », dit-elle en nous jetant un rapide coup d'œil. « Rachel, va aider ton père avec les cartons dans le salon. »« Quels cartons ?»« Pour tes affaires. » Delphine est entrée dans la pièce et a commencé à mesurer le mur. J'ai décidé de ne pas perdre de temps. On commencera à emballer demain pour pouvoir peindre les murs dimanche. Je n'ai pas donné mon consentement, Delphine. Ma patience s'épuisait. Et je vous ai demandé de ne pas toucher à ma chambre. Marlène, soupira-t-elle avec une patience feinte. On ne peut pas attendre éternellement. Il faut prendre une décision maintenant. Et j'ai pris la mienne, dis-je fermement. La réponse est non. Je ne déménage pas dans le placard. Delphine se figea, le maître ruban à la main. Rachel retint son souffle. Comment ça, non? Delphine se tourna lentement vers moi. Ce n'est pas sujet à discussion. J'ai besoin d'un bureau, et j'ai besoin de cette pièce. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans détourner le regard. Trouver une autre solution. Comme quoi? Delphine croisa les bras sur sa poitrine. Convertir la chambre de Rachel ou d'Olivier. Ce sont des enfants. Ils ont besoin d'espace pour étudier. Et moi, je n'ai pas besoin d'espace. J'ai senti une vague d'indignation monter en moi. Je ne suis pas une personne. Vous êtes à la retraite, a claqué Delphine. Que allez-vous faire dans une si grande pièce? Regardez le plafond. Le placard est bien assez grand pour vous. Rachel a halté devant une telle impolitesse. Maman, comment peux-tu dire ça? Mêle-toi de tes affaires. Delphine a lancé un regard furieux à sa fille. Va voir ton père, j'ai dit. Non. Rachel s'est tenue à côté de moi. Je reste avec mamie. C'est sa chambre, et tu n'as pas le droit de la mettre dehors. Thierry est apparu sur le seuil, attiré par les voix élevées. Que se passe-t-il ici? Il a regardé sa femme, sa fille et sa mère.
Ta mère refuse de déménager, dit Delphine sèchement. Elle dit qu'elle a besoin de cette pièce. Pourquoi, je me demande. Pour ces vieilleries? Elle a désigné les étagères de disques. Ce ne sont pas des vieilleries. J'ai fait un pas en avant, sentant quelque chose se briser en moi. C'est la collection d'Édouard et la mienne. Notre vie, nos souvenirs. Édouard est parti depuis 5 ans. Delphine a levé les yeux au ciel. Il est temps de passer à autre chose. Ces disques ne font que prendre la poussière. Tu pourrais les vendre. Je pense que certains valent beaucoup d'argent. Les vendre? J'ai senti le sang quitter mon visage. Tu veux vendre mes disques? Pourquoi pas? Delphine haussa les épaules. Personne ne les écoute de toute façon, et nous avons besoin d'argent. Vous avez toujours besoin d'argent. J'ai secoué la tête. Mais pas au détriment de mes souvenirs. Delphine, intervint Thierry avec incertitude. Peut-être qu'on peut vraiment trouver une autre solution. Les disques de maman. Oh mon Dieu, ne commence pas. Delphine l'interrompit d'un geste de la main. Je pensais que nous avions tout discuté. Nous avons besoin de ce bureau. C'est notre chance de sortir enfin des dettes dans lesquelles tu nous as mis. Ne parle pas comme ça devant les enfants. Thierry pâlit. Qu'est-ce que je suis censé dire? Faire semblant que tout va bien? Delphine a haussé la voix. Nous avons besoin d'argent. J'ai besoin d'un bureau et je l'aurai, même si je dois jeter toutes ces vieilleries à la décharge. Elle a attrapé un des disques sur l'étagère, un album rare de Chet Baker qu'Édouard m'avait offert pour notre dernier anniversaire. Non. Je me suis élancée, essayant d'attraper le disque. N'ose pas y toucher. Ou quoi? Delphine a reculé, tenant le disque au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que tu vas faire, Marlène? Nous mettre dehors? Elle a ri. Allons. On sait tous que tu as trop peur d'être seule. Tu ne vis encore ici que parce que nous te supportons. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je me suis figée, incapable de croire à ce que j'entendais. Thierry regardait sa femme avec des yeux écarquillés. Rachel a porté la main à sa bouche. Qu'est-ce que tu as dit? Ma voix semblait méconnaissablement calme. Tu m'as entendu. Delphine a baissé la main avec le disque mais ne l'a pas remis sur l'étagère. Il est temps de faire face à la vérité. C'est notre maison maintenant. Nous vivons ici. Nous élevons nos enfants ici. Et vous? Vous n'êtes qu'une vieille femme qui s'accroche au passé et nous empêche d'avancer. Delphine. Thierry a enfin trouvé sa voix. Tu dépasses les bornes. Non, c'est elle qui dépasse les bornes. Delphine a pointé son doigt sur moi. En refusant de céder la pièce dont nous avons besoin. Égoïste, vieille. Assez. J'ai levé la main, arrêtant le flot d'insultes. Quelque chose en moi avait changé. C'était comme si un mur s'était effondré, retenant tout ce que j'avais ressenti ces dernières années. Tu as raison sur un point, Delphine. Il est temps de faire face à la vérité. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Ma chambre dans mon appartement. L'appartement pour lequel je payais encore avec ma modeste pension. L'appartement où j'avais permis à ma belle-fille de me commander, de m'humilier, de me traiter comme une servante. C'est ma maison, dis-je doucement mais fermement. Mon appartement. Celui pour lequel je paie. Celui dans lequel je vous ai laissé emménager il y a 3 ans par pitié. Parce que vous ne pouviez pas vous permettre de louer ailleurs après que Thierry ait perdu tout son argent au jeu. Delphine pâlit mais continua à me regarder d'un air de défi. Et alors? Tu ne peux pas nous mettre dehors. Tu ne peux pas vivre seul. Tu as peur d'être seul. Tu as plus besoin de nous que nous n'avons besoin de toi. Ce n'est pas vrai. J'ai secoué la tête. J'ai réussi à m'en sortir seule pendant 2 ans après la mort d'Édouard. Je peux m'en sortir maintenant. J'ai regardé Thierry, qui se tenait là, pâle et confus, ne sachant pas de quel côté se ranger. J'ai supporté tout ça parce que vous êtes ma famille. Ai-je continué? Je pensais vous aider. Mais je me suis trompée. Je n'aidais pas. Je vous laissais m'utiliser. Et ça se termine maintenant. Je me suis approchée de Delphine et j'ai doucement mais fermement pris le disque de ses mains et l'ai remis sur l'étagère. Personne ne touche à mes affaires, dis-je. Personne ne prend ma chambre. Et si ça ne vous plaît pas, alors vous devrez trouver un autre endroit où vivre. Après notre dispute, un silence oppressant s'est abattu sur l'appartement. Delphine m'a lancé un regard assassin,
est entrée dans sa chambre et a claqué la porte derrière elle. Thierry est resté sur le seuil de ma chambre, voulant clairement dire quelque chose, mais incapable de se décider quoi, et a simplement haussé les épaules et suivi sa femme. Rachel m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Je suis fière de toi, mamie », avant de se rendre dans sa chambre. Même Olivier, qui ne quittait habituellement jamais sa chambre, a ouvert sa porte en douce et m'a regardé avec une nouvelle expression, de la surprise ou du respect. J'étais restée seule, le cœur battant et les mains tremblantes, mais étrangement calme. C'était comme si je m'étais débarrassée d'un lourd fardeau que je portais depuis des années. Il était tard, vers 23 heures, mais je savais que je ne pourrais pas dormir. Au lieu de cela, j'ai sorti un vieil album photo que je gardais dans le tiroir du bas de ma commode et je me suis assise sur le lit avec. En feuilletant les pages, je me suis plongée dans les souvenirs. Nous voici avec Édouard, jeune, souriant, plein d'espoir, debout devant cet appartement même le jour où nous avons signé les papiers. C'était en 1987. Nous avions un peu plus de 30 ans, et Thierry en avait 5. Il nous tenait la main, si petit avec ses cheveux en bataille et un sourire de travers. Sa dent de devant venait de tomber. « Notre maison », avait dit Édouard en passant son bras autour de mes épaules. « On l'a fait, Marlène. Notre propre maison. » Nous avions travaillé comme des fous pour économiser pour l'apport. Édouard faisait des doubles quarts de travail à l'usine et je travaillais de nuit à l'hôpital. Nous économisions surtout. Mangeant des pâtes bon marché, achetant des vêtements dans des friperies, renonçant aux vacances. Mais cela en valait la peine. Le sentiment que l'on éprouve en entrant dans sa maison en sachant que personne ne peut vous mettre dehors est inestimable. J'ai tourné la page. Nous voici en train de rénover le salon. Édouard peint les murs en jean taché de peinture. Je lave les fenêtres avec un foulard sur la tête. Et Thierry transporte de petits outils avec un air important. Nous avons fait toutes les rénovations nous-mêmes, sans engager d'ouvriers. Nous économisions chaque euro. Mais quel plaisir nous avions! Nous mettions la musique à fond, chantions, dansions avec des pinceaux et des balais, faisions des pauses pour manger des pizzas que nous commandions malgré notre frugalité. De petites célébrations au milieu de nos journées de travail chargées. La photo suivante est notre pendaison de crémaillère. Nos amis, nos proches et nos collègues s'entassaient dans le salon. Tout le monde a apporté des cadeaux. Certains des rideaux, d'autres des casseroles, d'autres des pots de fleurs. Laure, la voilà dans le coin avec un verre de vin, riant à la blague de quelqu'un, nous a offert le premier disque de notre future collection. Time Out of Mind de Bob Dylan. Commencez par les classiques, avait-elle dit. Et c'est ce que nous avons fait. Chaque mois, peu importe si l'argent était serré, nous achetions un nouveau disque. C'était notre rituel. Après la paix, nous allions chez le disquaire et passions un long moment à choisir, nous consultant mutuellement. Jazz, rock, blues, classique. Notre collection s'est agrandie, reflétant nos goûts et nos humeurs changeants. J'ai fermé l'album et je me suis approchée des étagères de disques. J'ai passé mes doigts sur les tranches, lisant les titres familiers. Chacun était un morceau de ma vie avec Édouard. Nos premières années dans cet appartement, la naissance de Thierry, son enfance, nos vacances en famille et nos soirées tranquilles où nous nous asseyions simplement dans le salon en écoutant de la musique et en parlant de tout et de rien. Édouard disait toujours que la musique était le langage de l'âme. Il aimait le jazz plus que tout, surtout Miles Davis et Chet Baker. J'étais plus fan de rock classique et de folk, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, mais nous trouvions des compromis. Nous découvrions de nouvelles choses ensemble, créions notre propre monde musical. Et maintenant, Delphine voulait tout jeter ou le vendre comme de la camelote, comme des déchets inutiles, pour faire de la place pour son bureau dans ma maison. Je suis retournée au lit et je me suis assise, regardant par la fenêtre Valmont la nuit. Les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité, reflétant les étoiles. Édouard aimait cette vue. Parfois, le soir, nous restions simplement à la fenêtre, nous serrant dans les bras l'un de l'autre, et regardions la ville. Imagine combien de vies, combien d'histoires se déroulent en ce moment même derrière chacune de ces fenêtres, disait-il. Que dirait-il s'il pouvait voir ce que notre famille était devenue après sa mort? Que me conseillerait-il de faire? Je connaissais la réponse. Édouard a toujours appris à Thierry à respecter les autres et à prendre la responsabilité de ses actes. Il n'approuverait pas la façon dont son fils laisse sa femme me traiter. Et il ne serait certainement pas resté silencieux si quelqu'un avait essayé de l'expulser de sa propre chambre. Comment ai-je pu laisser les choses en arriver là? La pensée me hantait, me forçant à revivre et à analyser les événements des dernières années.
Après la mort d'Édouard, j'étais anéanti. Une crise cardiaque soudaine l'a emporté à l'âge de 64 ans. Il n'a même pas pu prendre sa retraite, n'a pas vu Rachel entrer au lycée, n'a pas vécu pour voir la naissance d'Olivier. C'était si injuste, si douloureux que je me sentais engourdi. La première année, je n'ai fait qu'exister. Aller au travail, rentrer à la maison, faire les choses machinalement. Thierry et sa famille me rendaient visite chaque week-end, apportant de la nourriture, aidant au ménage, me tenant compagnie. Je leur étais reconnaissante de leur soutien. Et puis, quand Thierry a perdu son travail, je n'ai pas hésité à leur proposer d'emménager avec moi. Cela semblait la solution parfaite pour tout le monde. Ils n'auraient pas à payer de loyer, et je ne serais pas seule. De plus, je pourrais passer plus de temps avec mes petits-enfants. Au début, tout s'est bien passé. Delphine cuisinait. Thierry aidait aux réparations et aux gros travaux. Et les enfants remplissaient l'appartement de vie et de rire. Mais progressivement, presque imperceptiblement, l'équilibre des pouvoirs a commencé à changer. Au début, c'était de petites choses. Delphine a réarrangé les meubles de la cuisine pour plus de commodité sans me demander mon avis. Puis elle a commencé à acheter des aliments que je n'ai jamais mangés, expliquant qu'ils étaient meilleurs pour moi. Puis la routine quotidienne a commencé à tourner autour de leur emploi du temps, pas du mien. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je demandais la permission d'allumer la télévision dans mon propre salon. Je les ai laissés faire. Je me justifiais à moi-même. Ils sont jeunes. Ils ont leur propre vie. Je ne veux pas m'immiscer. Ce n'est pas important. Ce ne sont que de petites choses, pour le bien de la paix dans la famille, pour ne pas me retrouver seule. Mais maintenant, en regardant la situation de l'extérieur, j'ai réalisé que je m'étais trahie. Et pas seulement moi-même. J'ai trahi la mémoire d'Édouard, la vie que nous avons vécue, les valeurs qui nous étaient chères. Nous n'aurions jamais permis à quiconque de nous donner des ordres ou d'établir des règles dans notre maison. Et maintenant, Delphine voulait m'expulser de ma propre chambre, vendre ma collection de disques et celle d'Édouard, et m'enfermer dans un placard sans fenêtre. Et elle avait l'audace de dire qu'elle me supportait dans ma propre maison. Non. Cela devait cesser. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti un dossier de documents. L'acte de propriété de l'appartement, le crédit immobilier, les polices d'assurance. Tout était à mon nom et à celui d'Édouard, et après sa mort, seulement au mien. Thierry et Delphine n'avaient aucun droit légal sur cette propriété. Ils n'étaient là que parce que je le leur permettais, et il était temps de le leur rappeler. J'ai décidé que le matin, j'irais à la banque, puis chez un avocat. Je devais savoir exactement quels étaient mes droits et comment je pouvais les protéger. Fini les concessions, fini les compromis au détriment de ma dignité. Avec cette pensée, je me suis finalement couchée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie presque immédiatement, sans les habituels retournements et pensées anxieuses. Le matin m'a accueillie avec un soleil radieux et un silence inhabituel. J'ai regardé par la fenêtre. La voiture de Thierry était sur le parking, ce qui signifiait qu'il n'était pas parti. Il m'évitait probablement juste après hier. Je me suis rapidement habillée, choisissant mon meilleur tailleur pantalon, celui que je portais pour les réunions importantes à l'hôpital. Bleu marine, austère, inspirant la confiance. J'ai tiré mes cheveux en un chignon soigné, et j'ai même mis un peu de maquillage léger. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu une grand-mère abattue, mais une professionnelle, une femme qui connaissait sa valeur. Quand j'ai quitté la chambre, j'ai trouvé Thierry dans la cuisine. Il était assis devant une tasse de café, l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. « Bonjour », dis-je d'un ton neutre. Il a sursauté et m'a regardé avec des yeux fatigués. « Maman, à propos d'hier. » Delphine ne le pensait pas. Elle était juste sur les nerfs. « Pas d'excuses, Thierry. » Je me suis versé du thé. Delphine a dit exactement ce qu'elle pense, et j'apprécie son honnêteté. « Tu vas quelque part. » Il a jeté un coup d'œil à mon tailleur. « J'ai des choses à faire en ville, dis-je, sans entrer dans les détails. Je serai de retour pour le dîner. » Il a hoché la tête, ne voulant manifestement pas poursuivre la conversation. J'ai fini mon thé, j'ai pris mon sac et j'ai quitté l'appartement, sentant ma résolution grandir à chaque pas. Mon premier arrêt fut la banque. Ma conseillère était une jeune femme nommée Stéphanie, au sourire professionnel et au regard attentif. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Herry ?» demanda-t-elle alors que nous nous asseyions à son bureau. « J'ai besoin d'informations sur mon prêt immobilier, » dis-je en sortant un dossier de documents. « Je veux savoir combien il me reste à payer et quels sont mes droits en temps. »
que seul propriétaire du bien. Stéphanie a tapé quelque chose sur l'ordinateur, étudiant mon compte. Vous avez un très bon historique de crédit, Madame Herry, a-t-elle fait remarquer. Vous n'avez jamais manqué un paiement en... Elle a fait défiler l'écran. En 38 ans de prêt. Impressionnant. J'ai ressenti une bouffée de fierté. Édouard et moi avions toujours été disciplinés dans nos finances, et j'avais maintenu cette discipline après sa mort. Il ne vous reste que 3 mensualités, a dit Stéphanie. Après cela, l'appartement sera entièrement à vous. 3 mensualités. Juste 3 mois, et le prêt de 30 ans que nous avions contracté avec Édouard quand nous étions de jeunes parents avec des rêves pour l'avenir serait remboursé. Et mes droits ? Ai-je demandé. Puis-je expulser quelqu'un de l'appartement ? Stéphanie a légèrement haussé les sourcils. Vous êtes l'unique propriétaire selon les documents. Cela vous donne le plein droit de décider qui peut vivre dans votre propriété et qui ne le peut pas. Elle m'a recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier, et m'a donné les coordonnées d'un avocat de sa connaissance. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de maître Richard Lefebvre, un homme âgé aux tempes grises et au regard perçant. Alors, Madame Herry, voyons si j'ai bien compris la situation. Il a parcouru les documents que je lui avais donnés. Votre fils et votre belle-fille vivent dans votre appartement depuis 3 ans sans bail, n'ont payé aucun loyer et essaient maintenant de limiter vos droits en tant que propriétaire. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange sentiment de soulagement que quelqu'un d'autre l'ait formulé si clairement. Et hier, ma belle-fille a dit que je ne vivais là que parce qu'il me tolère, ai-je ajouté. Même si c'est mon appartement et que je paie toujours le crédit. Maître Lefebvre a secoué la tête. Je crains que ce ne soit un cas classique d'abus émotionnel sur personne âgée par des proches, dit-il. Malheureusement, je rencontre de telles situations plus souvent que je ne le voudrais. Abus émotionnel. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je n'avais jamais pensé à ma situation en ces termes, mais c'était vrai. Humiliation constante, dévalorisation de mes sentiments, mépris de mes besoins. N'est-ce pas de l'abus ? Quelles sont mes options ? Ai-je demandé, essayant de paraître calme. En tant que propriétaire, vous avez tout à fait le droit d'expulser des locataires indésirables, a expliqué l'avocat. Même s'il s'agit de vos proches, la loi est de votre côté. Il a expliqué la procédure. Mise en demeure formelle de quitter les lieux, précisant la date à laquelle ils doivent libérer les lieux. S'ils refusent, vous pouvez aller au tribunal. Mais je recommanderais de commencer par une conversation, a ajouté maître Lefebvre. Expliquez-leur la situation. Faites-leur savoir que vous connaissez vos droits et que vous êtes prête à les défendre. Souvent, cela suffit à faire réfléchir les gens. J'ai hoché la tête, pensant à ce qu'il avait dit. Je ne voulais pas porter l'affaire devant les tribunaux. Après tout, c'étaient mon fils et mes petits-enfants. Mais je ne pouvais pas continuer à vivre dans une situation aussi humiliante. Et les enfants ? Ai-je demandé. Mes petits-enfants ont 17 et 14 ans. Je ne veux pas qu'ils souffrent. C'est une question difficile, a admis l'avocat. Mais légalement, ce sont des mineurs et ils sont sous la garde de leurs parents. Si vous expulsez les parents, les enfants partent avec eux. C'était la partie la plus difficile. La pensée de ne pas voir Rachel et Olivier tous les jours était douloureuse. Mais la situation actuelle était-elle meilleure ? Était-ce bon pour eux de grandir dans une maison où leur grand-mère était humiliée et leurs parents se disputaient constamment ? J'ai remercié maître Lefebvre pour ses conseils et j'ai quitté son bureau avec un plan d'action et un modèle de mise en demeure qu'il m'avait aidé à rédiger. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un café pour reprendre mon souffle et réfléchir à nouveau. J'ai commandé une tasse de thé et je me suis assise à regarder les gens passer. Chacun plongé dans sa propre vie, ses propres problèmes, ses propres joies. Que voulais-je vraiment ? Expulser mon fils et sa famille, ou simplement retrouver mon respect de moi-même, ma dignité, le contrôle de ma propre vie ? Je n'ai pas trouvé la réponse devant cette tasse de thé, mais je savais avec certitude que je ne pouvais pas revenir en arrière. Quand je suis rentrée, il n'y avait que Rachel. Elle était assise dans le salon avec un livre, mais quand elle m'a vue, elle l'a posé et s'est levée. « Mamie, j'étais inquiète. Tu ne pars jamais aussi longtemps sans le dire. »« Je suis désolée, ma chérie. » J'ai souri, touchée par son inquiétude. J'avais des choses importantes à faire. Je suis allée dans la cuisine pour préparer le dîner, mais Rachel m'a suivie. « Mamie, je voulais parler d'hier. » Elle avait l'air troublée. Ce que maman a dit était horrible. J'ai tellement honte d'elle. J'ai posé les courses et je me suis tournée vers ma petite fille. «
Tu n'as pas à avoir honte des actions de tes parents, Rachel. Mais j'ai honte. Elle a secoué la tête. Pas seulement pour hier, pour tout ce qu'ils te font. C'est comme si tu n'étais pas une personne, juste une femme de ménage pratique. Je pouvais voir à quel point c'était difficile pour elle de dire ça. Une jeune fille de 17 ans ne devrait pas ressentir une telle honte pour ses parents. Je suis allée voir un avocat aujourd'hui, dis-je, décidant d'être honnête avec elle. J'ai appris mes droits en tant que propriétaire de l'appartement. Rachel a hoché la tête, sans paraître surprise. Tu vas les expulser ? Je n'ai pas encore décidé, ai-je admis. Mais je ne les laisserai plus me traiter comme ils l'ont fait ces dernières années. Je comprends, dit-elle doucement. Et je te soutiendrai dans ta décision, quelle qu'elle soit. Même si nous devons déménager. Ces paroles m'ont profondément touchée. Cette jeune fille faisait preuve de plus de maturité et de compréhension que ses parents. Merci, ma chérie. Je l'ai serrée dans mes bras. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas ? Elle a hoché la tête, se pressant contre moi. Je sais. Et je serai là pour toi aussi. Nous sommes restés là quelques minutes, trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Puis je me suis écartée et j'ai essuyé mes yeux. Je vais me changer, dis-je. Ensuite, je préparerai le dîner. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, regardant les étagères de disques, les photographies, toutes les choses qui composaient ma vie. Et je savais que je ne pouvais plus laisser personne la dévaloriser. Je me suis levée et j'ai sorti une vieille valise du placard. Celle qu'Édouard et moi avions utilisée pour nos seules vacances ensemble à Hawaï, pour lesquelles nous avions économisé pour notre 20e anniversaire de mariage. Je l'ai ouverte sur le lit et j'ai commencé à emballer soigneusement mes affaires. J'avais pris ma décision. Je n'allais pas remettre la conversation à plus tard. Ce soir-là, alors que toute la famille était réunie pour le dîner, j'ai annoncé ma décision. J'ai des nouvelles, ai-je dit alors que tout le monde commençait à manger. Je vais passer une semaine chez Laure. Thierry se figea, sa fourchette à la main. Delphine leva les yeux et Rachel échangea un rapide regard avec Olivier. Chez Laure ? Demanda Thierry. C'est inattendu. Pourquoi ? J'ai continué à manger calmement. Nous prévoyons de passer du temps ensemble depuis longtemps. Elle a récemment mis à jour sa collection de livres et veut me montrer ses nouvelles acquisitions. C'était à moitié vrai. Laure et moi avions en effet discuté qu'il serait agréable de passer quelques jours ensemble, mais nous n'avions pas fait de plan précis. Cependant, après avoir consulté mon avocat, j'ai appelé mon amie et lui ai tout raconté. Elle m'a immédiatement proposé de m'héberger. Quand partez-vous ? La voix de Delphine trahissait son irritation mal dissimulée. Demain matin, dis-je en étalant du beurre sur mon pain comme si je discutais de la chose la plus ordinaire du monde. Demain. Delphine a posé sa fourchette. Mais nous avons des projets pour le week-end. Qui va cuisiner ? Qui va s'occuper des enfants ? Je pouvais à peine réprimer un sourire. Bien sûr, la première pensée était de savoir qui allait les servir. Ce ne sont plus des bébés, Delphine, ai-je fait remarquer. Rachel a 17 ans, Olivier 14. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes pendant quelques jours. Et pour ce qui est de la cuisine, j'ai haussé les épaules. Je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. Après tout, c'est votre maison, comme vous l'avez récemment souligné. Delphine rougit, mais ne dit rien, ne voulant manifestement pas commencer une autre dispute devant les enfants. Thierry avait l'air confus. Tu es sûre, maman ? Peut-être que tu pourrais reporter. Je suis débordée au travail et je rentrerai tard. Non, Thierry. J'ai secoué la tête. Mes plans sont déjà fixés. Laure m'attend et je veux faire une pause après tout ce qui s'est passé récemment. Il y eut une pause gênante. Tout le monde savait à quoi, tout ce qui s'est passé, faisait référence. D'accord, dit finalement Thierry. Bien sûr, maman. Tu as besoin d'une pause. On se débrouillera. Rachel a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a légèrement hoché la tête. Elle comprenait ce qui se passait et me soutenait. Je peux cuisiner, a-t-elle proposé. Pendant que tu es absente, mamie, je connais toutes tes recettes. Merci, ma chérie. Je lui ai souri. Mais n'en fais pas trop. Tu as assez à faire. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Delphine piquait ostensiblement dans son assiette, touchant à peine à sa nourriture. Thierry avait l'air perdu,
comme un enfant qui avait soudain réalisé que ses parents n'étaient pas tout-puissants et ne seraient pas toujours là. Olivier, comme d'habitude, a rapidement fini son repas et a demandé la permission de quitter la table pour retourner à ses jeux vidéo. Seule Rachel s'est comportée normalement, parlant des nouvelles de l'école et des projets pour le week-end. Après le dîner, je me suis retirée dans ma chambre pour finir de faire mes valises. Je pliais soigneusement des vêtements dans ma valise quand on a frappé à la porte. C'était Thierry. « Je peux entrer ?» Il se balançait incertainement d'un pied sur l'autre sur le seuil. « Bien sûr », dis-je en lui faisant signe d'entrer. Il est entré, a regardé autour de lui comme s'il voyait ma chambre pour la première fois, et s'est assis sur le bord du lit. « Maman, je voulais m'excuser », a-t-il commencé. « Pour Delphine, pour moi, pour tout ce qui s'est passé. » J'ai continué à faire mes valises sans le regarder. « Tu sais, Thierry, les excuses n'ont d'importance que si elles sont suivies de changements. »« Je comprends, » dit-il en baissant la tête. « Et je promets que tout va changer. Nous trouverons une autre solution avec le bureau de Delphine. Elle parlera à son patron. Il ne s'agit pas du bureau. » Je me suis finalement tournée vers lui. Il s'agit de respect, de compréhension des limites, de réaliser que c'est ma maison et que je mérite d'y être traité comme un être humain. Thierry a hoché la tête, ne levant toujours pas les yeux. « Je sais, et c'est de ma faute. J'aurais dû arrêter ça il y a longtemps. »« Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Mais tu as choisi la voie de la moindre résistance. Comme toujours. » Il a tressailli à ces mots, et j'ai eu un peu pitié de lui. Mon fils avait toujours été faible de volonté, préférant céder pour éviter les conflits depuis son enfance. Édouard avait essayé de lui apprendre à se défendre, mais apparemment, c'était juste un trait de caractère qui ne pouvait pas être changé. « Je vais changer, » dit-il avec une détermination inattendue. « Je te prouverai que je peux être différent. »« D'accord, » ai-je hoché la tête. « J'attendrai. » Il s'est levé, voulant clairement dire autre chose, mais a changé d'avis et m'a juste serré brièvement dans ses bras, maladroitement, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Bon voyage, maman, » dit-il, et il est parti. J'ai fermé la porte derrière lui et je suis retournée à mes valises, me demandant s'il tiendrait vraiment sa promesse. Une partie de moi voulait le croire, mais une autre, plus réaliste, en doutait. Trop de fois, il avait dit une chose et en avait fait une autre. Tôt le matin, alors que tout le monde dormait encore, j'ai fini de faire mes valises et j'ai appelé un taxi. J'ai laissé un mot dans la cuisine leur rappelant des choses simples, arroser les fleurs, nourrir les poissons de l'aquarium et mettre en marche le lave-vaisselle. Les tâches ménagères habituelles qu'ils oublieraient sûrement sans mes rappels. Laure m'a accueilli à bras ouverts. « Bienvenue au quartier général de la Résistance », a-t-elle ri en m'aidant avec ma valise. « Tu l'as enfin fait, Marlène. Je suis fière de toi. » Sa maison, un petit pavillon confortable dans un quartier calme de Valmont, était l'opposé complet de mon appartement. Il y avait des livres partout, des coussins colorés, des souvenirs inhabituels de ses voyages, des peintures d'artistes locaux. Il n'y avait aucune trace de la rigueur ou de l'ordre strict que Delphine appréciait tant. « La chambre d'amis est à toi. » Laure m'a montré une petite mais lumineuse chambre donnant sur le jardin. « Fais comme chez toi. Ensuite, on boira du vin et on fera des plans de vengeance. » J'ai ri, sentant la tension des derniers jours commencer à se dissiper. Pas de vengeance, juste la justice. Ennuyeux, a-t-elle cligné de l'œil. Mais je te soutiendrai dans ta décision, quelle qu'elle soit. La semaine chez Laure est passée à toute vitesse. Nous sommes allés au cinéma, au musée, à un concert dans le parc. Nous avons cuisiné le dîner ensemble, joué à des jeux de société, discuté de livres. C'était comme si j'étais revenue à l'époque où j'étais juste Marlène, une femme avec ses propres intérêts, opinions et désirs. Pas une grand-mère, pas une femme de ménage, pas un fantôme dans ma propre maison. Chaque soir, Rachel m'appelait pour me dire comment les choses se passaient à la maison. Selon elle, Delphine était furieuse que je sois partie, mais elle essayait de ne pas le montrer. Thierry passait plus de temps au travail qu'à la maison. Et Olivier, à la surprise de tous, a commencé à aider à la maison, laver la vaisselle, sortir les poubelles, et même cuisiner le dîner du dimanche. « Tu lui manques, mamie », a dit Rachel. Même s'il ne l'admettra jamais. Cela m'a réchauffé le cœur. Mes petits-enfants me manquaient aussi. Malgré tout ce qui s'était passé, ils faisaient partie de ma vie, de ma famille. La veille de mon retour, j'ai rencontré Maître Lefebvre, mon avocat. Nous avons discuté des prochaines étapes, et il m'a remis la mise en demeure officielle.
un document rédigé conformément à toutes les exigences légales. 30 jours, dit-il. Selon la loi, vous devez leur donner au moins 30 jours pour déménager. S'ils ne partent pas dans ce délai, nous irons au tribunal. J'ai lu attentivement le document. Il était rédigé dans un langage juridique sec, sans émotion, simplement une déclaration de fait que moi, en tant que propriétaire, je demandais que le logement soit libéré dans les 30 jours. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» a demandé maître Lefebvre en remarquant mon expression pensive. « Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. » J'ai secoué la tête. « Non, je suis sûr que c'est nécessaire. » Il a hoché la tête et m'a serré la main. « Vous êtes une femme forte, Madame Herry. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » Le jour de mon retour, je ressentais un étrange mélange d'anxiété et de détermination. D'un côté, je savais que je faisais ce qu'il fallait. De l'autre, j'avais peur de la réaction de mon fils, de ma belle-fille, même de mes petits-enfants. Étais-je trop cruelle? Étais-je en train de détruire notre famille pour de bon? Comme si elle lisait dans mes pensées, Laure m'a serré dans ses bras avant que je ne parte. « Souviens-toi, Marlène, a-t-elle dit. Tu ne détruis pas ta famille. Ils l'ont fait avec leur attitude envers toi. Tu ne fais que restaurer la justice et ta dignité. » J'ai hoché la tête, reconnaissante de son soutien, et je suis montée dans le taxi qui devait me ramener à la maison. Rachel a ouvert la porte de l'appartement. En me voyant, elle s'est illuminée et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. « Mamie, enfin! Tu nous as tellement manqué. » Olivier est apparu derrière elle, toujours aussi gauche, avec sa frange lui tombant sur les yeux, mais cette fois sans casque. « Salut, mamie, dit-il, et à ma surprise, il m'a aussi serré dans ses bras, bien que de manière plus réservée que sa sœur. « Vous m'avez manqué aussi. » J'ai souri, touchée par leur retrouvaille. « Comment vous êtes-vous débrouillé sans moi? » On a survécu. Rachel a levé les yeux au ciel. Maman a essayé de cuisiner, mais disons qu'on a beaucoup commandé à emporter. J'ai ri et je suis entrée dans l'appartement. La première chose que j'ai remarquée, c'est le désordre. Ce n'était pas catastrophique, mais c'était notable. Des choses n'étaient pas à leur place. Il y avait de la poussière sur les étagères et de la vaisselle sale dans l'évier. Tout ce que je gardais habituellement en ordre sans même y penser. Maman et papa sont à la maison. Ai-je demandé en enlevant mon manteau. Papa est dans le salon, a répondu Rachel. Maman est au travail, mais elle ne devrait pas tarder à rentrer. J'ai hoché la tête et je me suis dirigée vers le salon. Thierry était assis sur le canapé, happant distraitement les chaînes de télévision. En entendant mes pas, il a levé les yeux. « Maman !» a-t-il sauté. « Tu es de retour. » « Comme tu le vois, ai-je souri, remarquant à quel point il avait l'air fatigué. « Comment vas-tu ?»« Bien, » a-t-il haussé les épaules. « Tu t'es bien reposé ?»« Merveilleusement. » Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. « Laure te dit bonjour. On n'avait pas passé un si bon moment depuis longtemps. » Thierry a hoché la tête, ne sachant manifestement pas quoi dire d'autre. Une pause gênante s'est installée. « Delphine est toujours au travail ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Oui, elle travaille tard aujourd'hui. » Thierry s'est frotté le cou, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. « Elle est très occupée avec sa nouvelle promotion. » « Je comprends, » ai-je hoché la tête. « Quand elle rentrera, il faudra qu'on parle, tous ensemble. » Quelque chose dans mon ton l'a tendu. « À propos de quoi ?»« De notre avenir, » ai-je répondu simplement. « De la façon dont nous allons vivre à partir de maintenant. » Thierry a baissé les yeux comme s'il comprenait où la conversation allait mener. « D'accord, » dit-il finalement. « On parlera quand Delphine rentrera. » J'ai hoché la tête et je me suis levée. Je vais défaire mes valises et me reposer un peu du voyage. Dans ma chambre, j'ai été soulagée de constater que tout était intact. Personne n'avait touché à mes disques, déplacé les meubles ou préparé la pièce pour la convertir en bureau. C'était un bon signe. Peut-être que Thierry avait vraiment parlé à Delphine comme il l'avait dit. J'ai défait ma valise, j'ai pris une douche et j'ai mis des vêtements propres. Ensuite, j'ai aidé Rachel à préparer le dîner, de simples pâtes avec une sauce aux légumes. Mais après une semaine de livraison et de plats surgelés, les enfants étaient ravis d'avoir un repas fait maison. Delphine est rentrée vers 20h, après que nous ayons fini de dîner et débarrassé la table. Elle est entrée dans l'appartement avec l'air de quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules. «
Oh, Marlène, a-t-elle hoché la tête en me voyant. Vous êtes de retour. Oui, comme promis, ai-je souri. Comment s'est passée votre semaine? Bien, a-t-elle accroché son manteau au porte-manteau. Beaucoup de travail. Les nouvelles responsabilités prennent du temps. Je comprends, ai-je hoché la tête. Thierry a dit que vous restiez tard tous les jours. Oui, elle s'est dirigée vers la cuisine. Sans bureau à la maison, je dois rester plus longtemps au travail. Une allusion subtile que j'ai choisi d'ignorer. Pouvons-nous parler? Ai-je demandé. Tous ensemble. J'ai des nouvelles. Delphine s'est retournée, me regardant avec méfiance. Quelles nouvelles? Allons dans le salon, ai-je suggéré. Pour ne pas avoir à nous répéter. Elle a haussé les épaules et m'a suivi. Thierry était déjà assis là, regardant quelque chose sur son téléphone. Rachel et Olivier nous ont rejoints, s'asseyant l'un à côté de l'autre sur le canapé. Je suis restée debout, sentant que c'était la bonne chose à faire. J'ai beaucoup réfléchi pendant mes vacances chez Laure, ai-je commencé. À notre situation, à la façon dont nous avons vécu ces 3 dernières années, et à la façon dont je veux vivre à partir de maintenant. Delphine a croisé les bras sur sa poitrine, se préparant manifestement à se défendre. Thierry avait l'air alarmé. Et je suis arrivée à la conclusion que cela ne peut plus durer, dis-je en sortant la mise en demeure de ma poche. Alors, j'ai pris une décision. J'ai tendu l'enveloppe à Thierry. Il l'a lentement ouverte, a lu le contenu et son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Delphine lui a arraché le papier des mains et a rapidement parcouru le texte. C'est quoi cette bêtise? Une mise en demeure? Vous plaisantez? Non, Delphine. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Vous ne pouvez pas nous expulser. Elle a froissé le papier. C'est notre maison. Non. Je l'ai regardé calmement dans les yeux. C'est ma maison. Je paie le crédit dessus depuis 38 ans. Je vous ai accueilli ici il y a 3 ans par compassion. Mais vous avez transformé mon hospitalité en un droit de me commander. Delphine avait l'air d'avoir été frappée. Nous vous commandons. Elle a ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Nous nous occupons de vous. Nous vous nourrissons, nettoyons après vous, faisons votre lessive. Non, Delphine, j'ai secoué la tête. Je prépare les repas pour toute la famille. Je nettoie l'appartement, je fais votre lessive, et en retour, vous m'appelez un vieux boulet et essayez de m'expulser de ma propre chambre. Delphine a ouvert la bouche pour argumenter, mais n'a pas trouvé de réponse. Maman. Thierry a enfin trouvé sa voix. Discutons-en. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Trouver une solution, Thierry. J'ai regardé mon fils. Je fais des compromis depuis 3 ans. J'ai cédé sur tout, de l'emplacement des ustensiles de cuisine à l'horaire de visionnage de la télévision. Je me suis tue quand Delphine m'a insulté, a fouillé dans mes affaires et a rabaissé mes sentiments. J'ai supporté que tu perdes ton argent au jeu au lieu d'économiser pour votre propre logement. Je vous ai laissé penser que c'était votre maison, même si les paiements du crédit sortaient de mon compte tout ce temps. Thierry a baissé la tête, reconnaissant la vérité de mes paroles. Et vous savez ce qui est le plus triste? Ai-je continué? Je l'ai fait par amour, parce que vous êtes ma famille. Mais j'ai récemment réalisé que le véritable amour, ce n'est pas de laisser les autres vous traiter comme un paillasson. Le véritable amour, c'est de fixer des limites saines et d'exiger le respect. Et c'est pour ça que vous nous mettez dehors? La voix de Delphine était amère. Votre fils unique et vos petits-enfants. Je vous donne 30 jours pour trouver un autre logement, ai-je répondu. C'est plus que ce que la loi exige, et je suis prête à aider pour le premier mois de loyer si vous en avez besoin. Quelle générosité, a ricané Delphine. Avez-vous pensé aux enfants? Ils devront changer d'école, d'amis. En fait, j'ai regardé Rachel et Olivier. Je voulais leur proposer de rester avec moi, s'ils le souhaitent. Il y a des chambres disponibles, beaucoup d'espace. Quoi? Delphine a sursauté. Vous voulez diviser notre famille? Non. J'ai secoué la tête. Je leur offre un choix. Rachel a 17 ans. Elle terminera le lycée dans 1 an. Olivier a 14 ans. Il est assez grand pour prendre ses propres décisions. S'ils veulent rester avec vous, je comprendrai. S'ils veulent rester ici, notre porte est toujours ouverte. Delphine s'est tournée vers les enfants. Vous avez entendu cette folie?
Elle veut détruire notre famille. Rachel a échangé un regard avec son frère. Maman, personne ne détruit la famille, dit-elle doucement. Mamie veut juste être traitée avec respect, et je la comprends. Alors, tu es de son côté. Delphine a plissé les yeux. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je ne prends pas parti, Rachel s'est redressée. Mais j'ai vu comment vous avez traité mamie pendant toutes ces années, et ce n'est pas juste. Delphine a regardé Olivier. Et toi? Tu vas trahir tes propres parents, toi aussi? Olivier, qui était resté silencieux jusqu'alors, a soupiré. Maman, arrête d'être si dramatique. Personne ne trahit personne. C'est la maison de mamie, et toi et papa, vous n'avez pas été très gentils avec elle. Delphine avait l'air comme si tous ceux qu'elle aimait l'avaient trahi. Elle s'est tournée vers Thierry pour du soutien, mais il regardait le sol, ne voulant manifestement pas s'impliquer. Très bien, dit-elle finalement. Très bien. C'est donc comme ça que ça va se passer. Eh bien, Marlène, vous avez gagné. Nous déménagerons comme vous le souhaitez. Mais ne pensez pas que nous serons encore une famille après ça. Nous serons toujours une famille, ai-je répondu. Mais maintenant, à mes conditions. Avec un respect mutuel et des limites saines. Delphine a ricané, a attrapé son sac et est sortie en trombe de l'appartement, claquant la porte derrière elle. Thierry est resté assis quelques secondes de plus, puis a soupiré lourdement et l'a suivi. Comme toujours, choisissant la voie de la moindre résistance. Nous sommes restés tous les trois, moi et mes petits-enfants. Il y eut un silence, rompu seulement par le tic-tac de la vieille horloge sur le mur. « Mamie, dit finalement Rachel. Tu es sûre que ça ne te dérange pas si on reste avec toi? Bien sûr que non, ai-je souri. C'est votre maison autant que la mienne. Mais c'est votre décision. Ils ont échangé des regards, communiquant silencieusement entre eux. Je reste, dit fermement Rachel. Au moins jusqu'à ce que je finisse le lycée. Ensuite, on verra. Moi aussi, a hoché la tête Olivier. L'Internet est bon pour les jeux ici. J'ai ri, ressentant un soulagement sincère pour la première fois depuis longtemps. Alors c'est réglé. On se débrouillera ensemble. Ils sont allés dans leur chambre. Rachel pour se préparer au contrôle de demain. Olivier pour retourner à ses batailles virtuelles. Je suis restée dans le salon, fixant la porte fermée derrière laquelle Thierry et Delphine avaient disparu. Je savais qu'ils reviendraient pour récupérer leurs affaires, parler aux enfants, peut-être essayer de me faire changer d'avis. Mais je ne changerai pas ma décision. Assez de concessions, assez de compromis au détriment de ma propre dignité. Je me suis approchée de l'étagère de disques dans le salon, cette même collection qu'Édouard et moi avions mis une vie à constituer et que Delphine voulait jeter. J'ai passé mes doigts sur les tranches, en cherchant un en particulier. Le voilà, Kind of Blue de Miles Davis, l'album préféré d'Édouard. J'ai soigneusement sorti le disque de sa pochette et l'ai placé sur la platine. Les sons doux et mélancoliques de la trompette ont rempli la pièce. J'ai fermé les yeux, laissant la musique m'envelopper, me ramener au jour où Édouard et moi nous asseyions ici le soir, nous tenant la main et rêvant de l'avenir. « Tu serais fier de moi », lui dis-je en pensée. J'ai enfin pris ma défense. Je savais que la route à venir ne serait pas facile. Thierry pourrait être offensé. Delphine garderait sûrement de la rancune, et même mes petits-enfants pourraient reconsidérer leur décision de rester avec moi. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais en contrôle de ma vie, que je n'étais pas un fantôme dans ma propre maison, mais sa propriétaire légitime. J'ai ouvert les yeux et j'ai souri en regardant les murs familiers, les photographies sur la cheminée, les fauteuils confortables où nous nous asseyions en famille. Cette maison avait vu tant d'histoires, heureuses et tristes, ordinaires et extraordinaires. Et maintenant, un nouveau chapitre commençait. Mon chapitre. J'ai monté un peu le volume et j'ai commencé à bouger au rythme de la musique. Lentement, incertainement au début, mais progressivement plus librement. Je n'avais pas dansé depuis combien de temps? 5 ans. Pas depuis la mort d'Édouard. Mais mon corps se souvenait des mouvements, du rythme, du sentiment de liberté que la musique me donnait. J'ai tournoyé dans le salon, laissant les sons de la trompette de Miles Davis me guider, tout comme Édouard m'avait autrefois guidé dans la danse. Et à chaque pas, à chaque tour, je sentais le poids des années d'humiliation et de reniement de soi tomber de mes épaules. C'était ma maison, ma vie, et j'avais enfin retrouvé le droit de la contrôler. Quand le disque s'est terminé, je me suis arrêtée au milieu de la pièce, légèrement essoufflée et agréablement fatiguée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans effort,
sans avoir besoin de cacher mes vrais sentiments. Rachel se tenait sur le seuil, me regardant avec un sourire tendre. « Tu dansais, mamie, dit-elle. Je ne t'ai pas vu danser depuis papy. » Oui, ai-je hoché la tête. Il est temps de se souvenir comment faire. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. « Je suis contente que tu sois de retour, a-t-elle murmuré. La vraie toi. Je l'ai serrée forte en retour, sachant ce qu'elle voulait dire. J'étais vraiment de retour. Pas seulement de retour dans cet appartement, mais de retour à moi-même. À la Marlène Herry qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur de se défendre. Et cette Marlène n'allait nulle part.